Alors effectivement, dans cette présentation, j'ai envie de vous parler d'éducation financière, d'argent, parce que c'est aussi un des sujets qui peut être ou tabou ou qui est important dans le métier formateur. J'avoue que j'ai pas forcément l'envie d'être l'abbé Pierre de la formation, mais que notre métier et tout ce qu'on fait mérite une rémunération, une bonne rémunération. Alors les 5 points qu'on va voir aujourd'hui, j'ai été ambitieux, je l'avoue. J'espère ne pas vous donner enfin, trop d'infos. C'est d'abord identifier les pistes pour faire un état des lieux efficace de vos finances aujourd'hui. Ça va être important. Où c'est que j'en suis en cette période de crise en termes d'argent? C'est quoi ma capacité aujourd'hui à pouvoir être tranquille pendant un certain mois, mon fonds d'urgence? Donc, comment développer votre capacité d'épargne en temps de crise pour vraiment vous créer un fonds d'urgence? Et je pense que c'est euh, la chose importante pour moi aujourd'hui. Réévaluer vos dépenses, on va le voir, comment dépenser différemment et dans tout ce que vous faites aujourd'hui, la différence entre des besoins et des envies. Et vous donner aussi des moyens d'établir un plan de reprise en main de vos finances. Et un petit truc et astuce que je donne dans mes formations de formateurs, c'est calculer votre taux jour de façon pragmatique et simple. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais avoir un taux jour minimum et puis je sais qu'en dessous de ça je ne dois pas descendre. Si je suis là, ben, je reste à zéro, c'est pas gênant, mais je couvre mes frais et puis après tout ce qui est au-dessus ça va être du bonus. Alors tout d'abord, juste pour me présenter qui je suis, ben, Hervé Tchedri, ça fait aujourd'hui 15 ans 20 ans pardon, que je fais de la formation. Alors j'ai commencé par la formation informatique au tout début parce que c'était un peu ma spécialité, Word, Excel, la bureautique. Et très rapidement, je suis parti sur du management et de la communication et de la négociation parce que mes 13 ans de McDo, je travaille 13 ans chez McDo en tant que directeur et superviseur, ont fait que j'ai rapidement récupéré ces domaines du management et de la gestion des conflits et de la négociation. Et puis l'éducation financière, ce sujet me tient à cœur depuis 2 3 ans, parce que je m'y suis intéressé, parce qu'en termes de formateur, je me suis dit, mais comment je subis un petit peu les crises, hein. Je ne sais pas vous, moi il y a eu la crise de 2014, il y a eu la crise de 2008, et à chaque fois ben, j'ai pris des coups. J'avais pas prévu certaines choses en termes financiers, et je me suis retrouvé très très mal. Je me suis dit, il faut que je trouve des solutions. Et les solutions ont été ben, de créer un fonds d'urgence, de diversifier mes revenus en termes de formateur. Et je vous avoue que cette semaine, eh ben, enfin les 3 semaines qui arrivent, pour ceux qui ont suivi ma précédente conférence avec Hichem où je vous parlais des 90 jours, ben en fait moi je les ai commencés en février. Je me suis fait un plan de 90 jours et aujourd'hui je me retrouve malgré cette crise, enfin ce Covid-19, à avoir 3 semaines qui arrivent remplies de formations à animer. Alors je me dis waouh, c'est merveilleux. Donc en fait je commence à voir les résultats bien avant les 90 jours, mais c'est parce qu'au préalable, eh ben, j'avais plein de stratégies. Donc voilà, et ces stratégies en termes financiers, j'ai envie d'en partager avec vous. Donc on va commencer. Quelles sont les différentes pistes aujourd'hui pour faire un état des lieux efficace de vos finances? Dans tout moment, et je trouve que ça a été bien la première semaine de cette crise-là sanitaire, je me suis posé la question en me disant, ok, on est parti, sur 15 jours de confinement. Et à mon avis, au vu de ce qui se passe, et je ne suis pas un spécialiste médical, hein, je ne fais pas partie des 65 millions d'entraîneurs, hein, parce que quand il y a la Coupe du Monde, en France, on a 65 millions d'entraîneurs. Aujourd'hui, on a 65 millions de présidents, de premiers ministres, de docteurs Raoul, enfin, etc. Mais je me suis dit, au vu des éléments, je pense qu'on est parti au moins pour 3 semaines de, euh, de confinement, alors il va falloir que je trouve un plan. La première chose, c'est que j'ai fait un grand nettoyage chez moi. J'ai regardé quels sont mes crédits que je peux avoir, quels sont les produits que j'ai à vendre, quels sont mes actifs. J'ai réfléchi à ma vision. J'ai pris mon bureau, j'ai tout viré, entre guillemets, j'ai tout mis de côté. Et je me suis dit, ok, on va repartir sur des bonnes bases parce que de toute façon, il faut que je sache sur quoi je peux compter aujourd'hui. Voilà, quels sont, ben, aujourd'hui, est-ce que j'ai des crédits en termes d'entreprise? Alors j'en ai très peu, heureusement, ça fait partie de mes forces aujourd'hui. C'est quoi les produits que j'ai à vendre? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que peuvent avoir besoin éventuellement les clients? Donc c'est quoi mes actifs? Et puis ma vision, j'en avais parlé lors de ma précédente intervention. Voilà, où c'est que je veux aller? C'est quoi? Est-ce que je veux faire que du présentiel? Mais c'est vrai qu'au préalable, je me suis dit faire comment on appelle ça,
de la formation en ligne comme j'ai commencé, j'ai envie de continuer. Ça, c'était une première chose. Ensuite, et ça, je vais vous inviter à le faire, c'est quelles sont vos croyances vis-à-vis de l'argent? Quelles sont vos relations vis-à-vis de l'argent? Et vous allez voir que comme on est en France, c'est un des éléments, puisque ça fait partie des questions que je me suis posées. Ok, qu'est-ce que je pense de l'argent? Alors, dans les croyances, vous avez des croyances limitantes, celles qui vont me bloquer, et des croyances stimulantes. Alors, si je regarde les limitantes et les culpabilisantes, je ne sais pas vous, peut-être vous pouvez mettre en commentaire quelles sont vos croyances limitantes par rapport à l'argent. Moi, de par ma jeunesse, de par l'éducation de mes parents, que j'aime très fort, fait, qui sont plus de ce monde, mais mon père s'appelait Guy, et il me disait, tu sais, de Rothschild, j'ai que le prénom. Ouais, par rapport à l'argent, c'était un fonctionnaire. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Tu sais que être riche, c'est avoir des problèmes. Et puis l'argent, c'est dur à gagner. Bon, l'argent, c'est pas éthique. L'argent, c'est sale. L'argent ne fait pas le bonheur. Si vous voulez, j'étais un petit peu élevé avec cet état d'esprit-là et avec tout l'amour que pouvait me porter mon père, parce que c'était pas forcément pour me rabaisser, c'était ses croyances à lui. Et il pensait que ses croyances allaient pouvoir m'aider. Et donc, bah, tu grandis avec ça et tu dis oui, c'est vrai, l'argent, c'est peut-être difficile à gagner, puis je vois qu'il le gagne difficilement. Et puis, de toute façon, mon fils, tu devrais être fonctionnaire, rentre comme moi dans le métier, tu vas avoir une sécurité. Ok, ça, c'était des croyances limitantes. Et puis, à un moment donné, avec ces croyances, j'ai eu le droit à une liquidation judiciaire. Je pense que c'est une partie, hein, ma première liquidation judiciaire avec 80 000 euros de dette. Et tu te dis, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, quoi. Parce que ce que je faisais à l'époque, c'était plutôt bon, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc j'ai travaillé, et c'est ce que je vous invite à faire, sur des croyances stimulantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis dit, ben moi, l'argent, j'ai le droit, quoi. Ben voilà, je mérite ce que je gagne aujourd'hui comme argent. J'ai de la valeur, c'est-à-dire que en termes de formateur, en termes de taux jour, ben, j'ai cette valeur-là financière, mon taux jour. Alors au départ, je vous avoue quand j'ai recommencé un peu tout à zéro, ben, j'acceptais des missions à 300, 400 euros. Ben, c'était pas forcément ce que je voulais. Mais il y avait aussi une part de se dire, il faut que je gagne le minimum, et on en parlera après, pour vivre. Donc ça a été développer mes croyances stimulantes. Et je vous invite vraiment, ça c'est le premier exercice que je vous invite à faire peut-être après la conférence, c'est dire, ok, quelles sont mes croyances limitantes, celles qui peuvent être culpabilisantes par rapport à l'argent. Hein, je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a un tas d'autres. C'est dire, ok, ça c'est mes croyances limitantes. Et qu'est-ce que je pourrais les remplacer comment, hein? J'ai la version négative à gauche, et ben je vais mettre la version positive. Et ben je m'aperçois que plus je donne, et ça marche énormément dans le développement de la vente en ligne, plus vous donnez, plus vous recevez. Je pourrais vous faire 2 heures et demie, hein, mais Hichem ne voudra pas. Mais effectivement, il y a des concepts par rapport à la formation que j'ai lancée, de dire voilà, si je veux lancer des produits en ligne, il va falloir que je donne pour recevoir. Je mérite donc l'argent que j'ai aujourd'hui, et puis l'argent que je reçois, il va circuler parce que je vais l'investir dans des formations auxquelles moi j'ai envie. Et puis comme j'ai investi, c'est ce que disait Benjamin Franklin, c'est prenez l'argent que vous avez dans votre poche, investissez-le dans votre cerveau, et en retour, votre cerveau remplira vos poches. Et ça, je l'ai compris. Donc en fait, je vais être aussi responsable de l'argent que je gagne. C'est-à-dire que cet argent-là, je ne vais pas le garder pour plus qu'il sorte, mais je vais savoir le gérer. Donc ça va être important. Vous voyez, donc j'ai développé mes croyances par rapport à l'argent. Ensuite, c'est quelles sont les idées reçues qui vous empêchent de vous enrichir? Alors l'argent, je vous l'ai dit, ne fait pas le bonheur. Ça, c'est une idée reçue. S'enrichir se fait au détriment des autres. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle une idée reçue. Une autre idée reçue, c'est, tu sais que s'enrichir, ouais, ça va demander beaucoup de temps, il faut travailler dur, il faut des années. Ouais, c'est des idées reçues. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon cerveau va vers ces idées reçues. Donc, déjà, en fait, pour m'enrichir, il faut déjà que j'ai de l'argent. Ok, pour prospérer, il faut un vrai métier. Alors je vous assure, ça c'est une anecdote. Quand j'ai vraiment développé le côté formateur, j'étais avec des gens autour de moi, et pour eux, formateur, et je vous assure que ce n'était pas un vrai métier. Un vrai métier, c'est avocat, docteur,
Et ça, c'est des croyances que je recevais. Et c'était des amis, enfin des amis, des gens que je fréquentais, des intimes. Et en fait, ça, c'est des idées reçues. Donc, soit je les prenais argent comptant, et effectivement, je me disais, mais je comprends pas pourquoi je gagne pas bien ma vie en tant que formateur. Et donc, en fait, j'ai travaillé là-dessus. Et je vous invite vraiment à, à réfléchir, si vous voulez, sur ces informations-là, c'est-à-dire vos croyances, d'accord, et quelles sont les idées reçues qui vous empêchent de vous enrichir. Et ensuite, un autre élément, si vous voulez, c'est posez-vous la question. Vous voulez gagner de l'argent, mais pourquoi faire? En tant que formateur, vous voulez développer votre chiffre d'affaires, et c'est normal, on en reparlera après, quel chiffre d'affaires vous avez envie, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous voulez le stocker? Vous voulez aussi tout le dépenser pour que rien ne vous reste? En mettre de côté, créer votre fonds d'urgence, mais en même temps de l'argent aussi pour pouvoir me développer, c'est-à-dire que plus je développe mes compétences, et plus je vais en même temps réussir à, ben, à être meilleur et à pouvoir, toutes ces compétences que j'arrive à acquérir, à les redonner, à les retransmettre à mes stagiaires, à faire des cours différents. Et donc, effectivement, si j'ai besoin de faire ça, si j'ai besoin de me former, il va falloir effectivement que euh, ben, que je dépense cet argent, hein. Et c'est aussi quelle formation vous avez envie de suivre. Je vous avoue que l'an dernier, j'ai suivi une formation sur la négociation complexe, et c'est une formation qui coûtait pas mal d'argent. Et j'ai cette fierté-là de ne pas l'avoir prise sous le compte du CPF ou de quoi que ce soit. Je me suis dit, je l'investis pour moi. Le retour a été immédiat. Vous voyez, tout investissement est vraiment bon à partir de là. Donc ça, c'est les trois éléments sur lesquels il va falloir vous pencher aujourd'hui. Faire un petit point, vous allez vous mettre dehors s'il fait beau chez vous ou tranquille, vous dites ok, quelles sont mes croyances à l'argent, les limitantes, les croyances positives, celles qui vont me booster, pourquoi je veux de l'argent et combien j'en veux, hein, combien je mérite aujourd'hui, et c'est quoi mes idées reçues. Et à partir de là, ces points-là vont vous permettre aujourd'hui de retravailler tout ce qu'il y a dans votre cerveau et lui expliquer que l'argent, vous le méritez parce que ça, vous en avez besoin en même temps et puis vous le méritez. Et puis je vous invite aussi à regarder tout ce que vous possédez aujourd'hui, vraiment. Les outils que vous possédez aujourd'hui, les formations que vous pouvez proposer, comment ça peut servir vos clients, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de commercial, mais c'est réellement important de vous positionner là-dessus. Donc ça, c'était le premier point, c'est les pistes qui vont vous permettre aujourd'hui d'identifier, de faire un état des lieux efficace, hein. C'est quelques pistes, il y en a des tonnes, mais on est là sur une petite heure. Alors une fois que j'ai fait ça, je me dis ok, maintenant il faut que je développe ma capacité d'épargne en temps de crise pour créer un fonds d'urgence. Alors la capacité d'épargne, je vais vous montrer par un exercice comment j'ai aidé des formateurs et des salariés, hein, des collaborateurs et des gens qui étaient dans la finance pour comprendre cette notion de capacité d'épargne indépendamment du temps de crise. Et pour être tout à fait franc, hein, Hichem, j'avais mis le mot cancer financier, un exercice du cancer financier. Et quand je le mets, waouh, effectivement, ça bouscule un peu. Alors comment ça fonctionne? Je vous invite, très simplement, on va travailler sur trois notions: passé, présent et futur. Alors c'est un petit peu différent de la précédente conférence. Première chose, qu'est-ce que je fais? Je demande aux gens, alors aux salariés, même vous, vous êtes formateur, aux formateurs, aux coachs, de dire voilà, tu vas prendre dans le passé, juste avant aujourd'hui, ton salaire moyen touché depuis le début de ton travail. D'accord? Alors j'ai pris un exemple. Imaginons que depuis 20 ans que je travaille, j'ai touché en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, et je vais prendre du factuel. Quand je fais cet exercice avec certaines personnes, on va chercher tous les bulletins de salaire. Parce qu'ils me disent ah, c'est pas possible. Donc on prend tous les bulletins de salaire, on calcule la moyenne. Sachant que tu as touché 1500 euros depuis 20 ans, tous les mois, tu as touché 360 000 euros. C'est du factuel. C'est pas des choses qu'on pourrait... Non, non. Là, je reste sur du factuel. Et donc, imaginons que la personne ait mis 10 000 euros de côté. Je dis bien imaginons, hein. Et encore, je vous assure que j'en connais certains, ils n'ont plus rien du tout. Je ne parle pas si certains d'entre vous avaient un crédit par rapport à votre maison et qu'il n'est pas payé. Pour moi, c'est du passif, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je prends vraiment l'argent que j'ai mis de côté. Eh bien, ça me fait une capacité d'épargne de 2,22%.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tout ce que j'ai touché, 2%, j'ai réussi à mettre 2% de côté. Imaginez si vous passez sur 5 ou 6%, hein, vous avez touché 360 000 euros. Alors imaginez pour ceux qui ont touché 2 000 ou 2 500 euros, où la moyenne est de 2 500 euros et que vous avez 2 000 euros, je vous assure que la capacité d'épargne dans le passé n'est pas bonne. Ok, bon, mais ça c'est le passé. J'ai une idée précise de ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites dans le passé. Maintenant, dans le présent, ben, aujourd'hui, je touche 2 000 euros. Voilà, ben, tous les mois, j'ai 2 000 euros. Combien d'argent tu mets de côté? Oh, ben, écoute, j'arrive. C'est vrai que c'est un peu la crise en ce moment, c'est pas forcément facile. Bon, je mets 50 euros tous les mois de côté. Ta capacité d'épargne, elle est de 2,52%. Vous voyez, je suis dans le présent aujourd'hui, hein, j'établis un état des lieux du présent et en aucun moment je suis là pour juger. C'est juste du factuel, c'est juste je prends ce qui a lieu d'être aujourd'hui. Puis maintenant je vais faire une projection. Je vais dire, ben voilà, écoute, imaginons que dans le futur, allez, tu vas toucher 3 000 euros. Vous voyez, je reste positif aussi, mais j'essaye d'être réaliste. Pendant 20 ans, excusez-moi, j'ai mis depuis 20 ans, mais c'est pendant 20 ans qui arrive. Parce que ben, on travaille 40 ans peut-être. Et puis je trouve que le métier qu'on fait, moi, ça ne me gêne pas de le faire encore longtemps, dans la mesure où je peux le faire. Donc c'est 3 000 euros. Multiplié par 12 mois, multiplié par 20 ans, tu vas toucher 720 000 euros. Et je suis réaliste et je prends la version presque la plus basse. D'accord? Combien d'argent on va mettre de côté? Ben 20 000 euros et on est toujours sur 2,2%. Vous voyez, je suis resté sur cette ligne-là. Waouh! 20 000 euros pendant 20 ans que tu vas travailler. Imaginons qu'il y ait encore ce qui se passe aujourd'hui en termes de Covid-19 et qu'on va se retrouver pendant 6 mois. Ça va être compliqué. Je peux vous assurer que moi, aujourd'hui, j'ai un an de côté, ce qui me permet en fait un an où, quoi qu'il arrive vis-à-vis du Covid-19, je peux tenir un an. Voilà. Alors, l'avantage que ça a, hein, ce fonds d'urgence me permet de me dire, ok, je suis en termes de sécurité hein, sur la pyramide de Maslow, je suis tranquille, donc je peux travailler sans avoir mon esprit qui a peur. Parce que plus je vais dans la peur au niveau de l'argent, et plus ça va être compliqué. Donc je vais me focaliser sur ma peur, sur ce que je vais avoir comme manque. Et là, en fait, moi, je suis tranquille. Et comme je suis tranquille, mon état d'esprit se focalise sur ce que je peux développer aujourd'hui, je suis tranquille. Alors ce que je vous invite aussi à réfléchir, vous voyez, vous prenez votre salaire, mais imaginons très simplement, vous voyez, je reste sur 3 000 euros, hein, un salaire qui pour moi est, bah, on reste correct. Maintenant, vous pouvez avoir 4 000 euros, vous pouvez avoir 5 000 euros, vous faites le calcul vous-même. Eh bien, si vous mettez que 5% de côté, votre capacité d'épargne, vous la montez à 5%, c'est 36 000 euros. 10%, 72 000 euros et 15% de 3 000 euros par mois. Vous allez arriver à 108%. Alors ensuite, une fois que vous avez cet argent, vous le mettez de côté, vous pouvez le mettre dans des fonds, des assurances vie, vous pouvez le mettre, enfin, hein, je ne suis pas là pour vous dire où le mettre. Le but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de cet élément-là par rapport au futur. Plus vous mettez de côté, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle, si ça vous intéresse, L'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment une des lectures de base, il a 20 ou 30 ans, je crois, enfin, même si c'est pas plus. Et lui préconise toujours de mettre 10% de vos revenus, c'est-à-dire que si votre salaire ou si ce que vous sortez en termes de chiffre d'affaires, vous mettez 10% de côté, ça vous assure déjà le minimum. Et je vous assure qu'il y a des mois, je suis arrivé à 20-25% hein, à mettre de côté. Oui, je t'écoute. Parce que, en fait, 20 ans, je me suis dit, aujourd'hui, on travaille au moins pendant 37 ans. Voilà, c'est le temps de travail. Donc, sachant qu'aujourd'hui, en milieu, alors peut-être ceux qui ont 30 ans, ben, ça fait peut-être 10 ans qu'ils travaillent ou 5-6 ans. Donc, sur le passé, ils vont rester sur 5-6 ans. Je considère aujourd'hui, moi, j'ai calculé travailler 40 ans de ma vie, parce que j'ai 52 ans, travailler encore 10 ou 10 ans, ça ne me pose aucun souci. J'ai commencé très jeune. D'accord? Donc, c'est des chiffres. Après, chacun peut les adapter à sa vision à lui. La personne peut dire, ben moi, je veux travailler que pendant 10 ans. Ben, tu mets 10 ans. Hein, d'accord? C'est pour prendre des chiffres et pour essayer d'expliquer. Voilà. Hein, j'espère que avoir répondu et n'hésitez pas pour les questions, on aura l'occasion d'en parler. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réévaluer mes dépenses.
d'accord? Et faire la différence entre un besoin et des envies. Alors peut-être juste avant d'attaquer ça, est-ce qu'il y a d'autres questions, Hichem, ou pas? D'accord, voilà. Donc, par rapport aux dépenses, je me suis dit, ok, il faut que je réfléchisse à ma façon de dépenser. Je ne sais pas vous, moi quand j'ai travaillé chez McDo, j'ai eu cette chance d'apprendre certaines techniques. Et pour ouvrir une petite parenthèse, chez McDo, tous les mois, donc j'étais avec un franchisé, tous les mois on faisait un état, ce qu'on appelle des pertes et profits. C'est-à-dire qu'il prenait toutes les dépenses, il prenait toutes les recettes, hein, il y avait un petit tableur Excel à partir de sa comptabilité. Et en fin de mois, on savait, donc c'était le 2 ou le 3 du mois, ok, ce mois-ci on a gagné de l'argent, ou ce mois-ci on a perdu de l'argent, ou ce mois-ci, tiens, tel poste a explosé. Alors ce qui permettait, si vous voulez, dans le mois qui arrivait, de faire des rectifications et de ne pas attendre un an. Et cette chance-là que j'ai eue avec McDo, de dire, quand j'ai créé mon entreprise, donc il y a 20 ans, hein, ça fait 20 ans que je suis à mon compte, j'ai gardé ce principe-là, de dire, voilà, tous les mois, alors moi c'est le 1 ou le 2, ça va dépendre de mes formations, j'ai mon petit tableur et mon petit logiciel très simple qui me permet en gros d'appuyer sur le bouton parce que j'ai rentré mes dépenses très simplement, de dire waouh, ce mois-ci voilà le chiffre d'affaires que j'ai fait, tiens voilà les dépenses. Ah tiens c'est bizarre, ce mois-ci tu as quand même un peu abusé dans les restaurants. Alors oui je me suis fait plaisir parce que j'ai fait passer des restaurants par-ci, par-là. Ou tiens ce mois-ci le côté formation, parce que tu t'es acheté des livres, parce que tu as suivi des formations, waouh il a explosé. Donc attention, lisse-le, voyez. Et je me suis posé aussi la question quand je fais le point au niveau de, euh, comment on appelle ça, de ce bilan-là, de me dire, ok, là, il va falloir que je rectifie certaines dépenses. Tiens, là, il va falloir que je réinvestisse. Tiens, c'est bizarre, ça fait un moment que j'ai pas fait de la publicité. Alors, ça peut être sur Facebook ou sur vous voulez, ou vous avez vos systèmes de publicité. Ça me permet tous les mois de savoir où j'en suis. Parce que l'argent est un des éléments principaux de notre activité, parce qu'il faut qu'on perdure. Et puis de me dire, tiens, je fais un calcul vite fait, est-ce que je suis dans mon taux journalier? Parce que des fois, je peux accepter des missions qui sont légèrement en dessous de mon taux journalier, mais c'est parce que je connais le client, parce que c'est un dépannage, enfin, voilà. Et donc, j'ai une vision de mon entreprise et j'ai pas besoin d'attendre le comptable. Et je peux vous assurer que vous avez des outils, mais d'une simplicité extrême. Alors, s'il y a des formateurs informatiques dans la salle, certains devaient connaître Microsoft Money. Alors, il n'existe plus. Moi, j'ai trouvé, donc je suis sur Mac, un logiciel qui s'appelle iConta. Alors, ça m'a coûté 15 euros, je crois que je ne sais plus combien. Donc, régulièrement, tous les jours, ça va vite, hein, on n'a pas beaucoup de dépenses. Je mets mes dépenses, alors un peu personnelles, voire même professionnelles. Et je me dis, waouh, j'ai dépensé ci, j'ai dépensé ça. Ok, attention au mois qui arrive, il va falloir peut-être serrer un peu les vis, ou tiens, tu as fait plus que prévu, tu as mis plus de côté, ben hop, mets-le dans ton fonds d'urgence. Voilà. Et donc, dans mes dépenses, je me dis, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Vous voyez, m'est arrivé de certains livres de me dire, tiens, j'ai envie de m'acheter tel livre ou telle formation. Est-ce que cette formation, tu en as vraiment besoin? Ou est-ce que c'est une envie? Parce que des fois, on va passer des formations, on se dit, waouh, waouh, je la veux de suite, elle est super, elle est géniale. En fait, je m'aperçois de mon expérience qu'elle n'était pas si fondamentale que ça, parce que j'avais acheté des formations. Alors, je vous dis ça il y a une dizaine d'années, hein, c'était les premières formations sur Internet. Je les ai toujours sur mon disque dur et je les ai pas encore toutes finies. Mais c'était un besoin pressant, c'était une envie et c'était pas vraiment un besoin. D'accord? Donc, c'est à vous aujourd'hui de faire un bilan, de regarder un peu vos dépenses, qu'est-ce que vous avez dépensé, qu'est-ce que vous avez gagné, et dans vos dépenses, en étant objectif, de vous dire, ok, là je crois que j'ai un peu trop dépensé ce mois-ci, j'aurais pas dû faire cette dépense, c'est pas grave. Je sais que le mois prochain, je vais faire mieux et réfléchir dans mes dépenses. Voilà, donc ça c'est penser à regarder vos dépenses, dépenser différemment et faire la différence entre un besoin et des envies. Et il y avait un petit outil que j'utilisais à une certaine période qui s'appelle l'outil le Bisou, qui avait été développé, je ne sais plus par qui. Alors le Bisou, c'est l'anacronyme, enfin c'est un acronyme, hein. C'est B comme besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin? I, est-ce que j'en ai un besoin immédiat?
Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas déjà? Vous voyez, c'était vraiment cette notion-là, parce que souvent vous allez acheter quelque chose et vous l'avez déjà. Euh, le U, c'était utile. Alors, ouais, j'ai un trou de mémoire, mais je pourrais le renvoyer, je te le renverrai, Hichem. Et puis le OU, c'était est-ce que c'est fait en France? Où ça a été fait? Voilà, c'est est-ce que c'est un produit équitable, c'est-à-dire que, ou écologique? Voilà. Donc, c'était un petit outil, la méthode bisou. Voilà pour cette partie. Est-ce qu'il y a une petite question où on peut continuer? Oui, absolument. Absolument, tout à fait. Oui, oui, il n'y a pas de, forcément de besoin, hein. J'ai un tableau Excel que j'avais, au départ, j'avais commencé. Il est largement suffisant, hein. Deux, trois formules et la- en fait, la difficulté, c'est pas le logiciel en soi. La difficulté, c'est de le maintenir à jour, hein, quel que soit le logiciel. Que ça soit Excel ou un logiciel de comptabilité très simple, il faut juste avoir euh, la rigueur de régulièrement mettre vos dépenses dessus. Voilà, c'est là-dessus. Moi, je travaille sur le compte de résultat pour l'instant. Après, le prévisionnel, je le fais tous les ans. Mais aujourd'hui, quand je fais ce que j'appelle mon PNL, ce que je récupérais de McDo, perte, c'est Lost and Profit. Euh, donc, c'est les pertes et les profits. Je travaille que sur du réel, ce que j'ai dépensé ce mois-ci. Je ne suis pas sur du prévisionnel. Le prévisionnel, je le fais en début d'année. C'est-à-dire, OK, combien de chiffre d'affaires j'ai prévu? Comment je ventile mon chiffre d'affaires entre les formations présentielles, les produits que je peux vendre, hein, en termes de le livre, des audios que je propose, et puis les formations en ligne. Voilà. Donc, et je ventile. Et après, le prévisionnel aussi des dépenses qui est lié à l'année d'avant. Voilà. Alors, établir un plan de reprise en main de vos finances. Moi, ce que je vous invite, c'est constituez-vous effectivement de toute urgence votre fonds d'urgence et assurez-le. Alors, je vous ai donné des petits outils. Quand j'ai vraiment redémarré, donc il y a des années de ça, je me suis dit, bon, il faut que je remette de l'argent de côté. Je ne sais pas vous, souvent, je mettais 100, 200, 300 euros de côté. Et puis, je me retrouvais à avoir un besoin et j'allais piocher dans ce besoin. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas bon. Et j'ai trouvé, il y a des années de ça, le fameux 52 semaines d'économie. Alors comment ça marche? C'est-à-dire que la semaine 1, je vais mettre 1 euro de côté. La semaine 2, 2 euros. Alors ce système-là aujourd'hui est vachement pratique. Je vais vous donner des petites astuces. Euh, enfin, je ne sais pas si tout le monde a un compte en banque en ligne, enfin au système en ligne. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est quand vous avez votre compte avec la banque en ligne, enfin votre banque, vous pouvez avoir un petit compte d'épargne tout simple, hein, vraiment tout bateau. Et toutes les semaines, vous faites un virement. Alors c'est vrai que la semaine 1, j'ai fait un virement de 1 euro, la semaine 2 de 2 euros, la semaine 3 de 3 euros. Je m'en fous de ce que pense le banquier. Moi, je sais qu'en fin d'année, je vais arriver à minimum 1378 euros de côté. Je veux dire, ça, c'est le minimum. C'est-à-dire que je rééduque mon cerveau à mettre des sous de côté si je ne suis pas habitué, si mes croyances n'en sont pas forcément les bonnes et que j'ai besoin de retrouver de la rigueur. Alors c'est vrai que quand on arrive au 25 décembre ou à la dernière semaine, il faut que je mette 52 euros. Donc c'est les semaines où il y a les cadeaux de Noël. Alors j'avais des connaissances qui m'ont dit, mais tu sais ce que j'ai fait moi, parce qu'avec ton tableau il est génial. Par contre, ben, la semaine 1, j'ai mis 52 euros. La semaine 2, j'ai mis 51 euros. En fait, ils l'ont fait en inverse, ce qui pour eux est beaucoup plus facile. Alors bien sûr, si je peux mettre plus que 1 euro ou 15 euros ou 20 euros, j'en mets beaucoup plus. Je sais que le minimum que je vais mettre de côté, c'est 1378 euros. En plus des 10%, hein, vous voyez? Donc ça veut dire que très rapidement, je peux commencer à avoir mon fonds d'urgence. Alors le commencer aujourd'hui en période de crise, eh bien c'est là où je vais regarder quelles sont mes dépenses, dans quel domaine je peux peut-être réduire certaines choses. Et imaginons que si je réduis, je sais pas moi, alors je vais pas prendre le paquet de cigarettes parce que c'est pas forcément le meilleur exemple, mais d'autres systèmes, tiens, j'ai pas dépensé les 30 euros que je devais dépenser pour je sais pas quoi, pouf, je fais le virement et je le mets sur mon compte en ligne, hein, où vous pouvez le mettre en espèces ou ce que vous voulez. Et ça veut dire que je vais vraiment me mettre à intégrer à mon cerveau de créer un fonds d'urgence. Parce que ce fonds d'urgence,
Je ne dis pas qu'un Covid-19 va revivre, va revenir, un Covid-20 va revenir, j'en sais rien. Sauf que des périodes de crise, il va y en avoir. Et comme j'ai aucune certitude, il faut que moi, je puisse être en capacité d'être en sécurité quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas où vous en êtes vous, hein, mais pour ceux où c'est un peu difficile, imaginez si vous avez un fonds de sécurité devant vous qui vous permet d'avoir 6 mois, 1 an tranquille, votre façon de travailler ne sera plus du tout la même aujourd'hui. Vous serez en mode, il faut que je trouve des solutions, mais sereines, j'ai le temps de trouver les solutions. Vous voyez, donc ça c'est un outil comme il y en a plein d'autres. Donc c'est de prendre tout ce que vous recevez comme argent, c'est de les mettre voilà, de côté. À une époque, alors là on ne peut pas le refaire, mais je pense que ça va peut-être arriver, c'est de refaire des vides-greniers. Moi j'avais fait des vides-greniers, tout ce que j'avais acheté, hein, ou certaines choses j'avais pas forcément mis, je les ai revendus dans le vide-grenier et l'argent que j'avais, pof, je le mettais de côté. Quand je touche aujourd'hui mes prestations, il y a 10% du montant que je touche, je le mets de côté, automatiquement. Alors suivant certaines sommes, ça fait pas mal, et c'était un peu le principe du livre donc, que je vous ai proposé tout à l'heure, L'homme le plus riche de Babylone. Payez-vous toujours en premier. C'est-à-dire que dès que le salaire arrive, vous prenez ces 10%, vous les mettez de côté, et ensuite vous payez les factures, ce que vous avez à faire. Mais n'oubliez pas de vous payer à vous en premier, ce qu'on a tendance à pas toujours faire. Dernière partie, c'est-à-dire calculer votre taux jour ou votre taux horaire de façon très pragmatique et simple. Ce que je vais vous donner là, c'est du tableur Excel très simple. Et je vous invite effectivement à réfléchir sur certains points et on arrivera dessus. Alors, première chose, pour déterminer votre taux jour, votre taux horaire, il va falloir tenir compte du nombre de jours où vous pouvez travailler dans l'année. Ce nombre de jours est de 201 journées. Alors, vous voyez sur ma diapositive que j'ai mis un nombre de salariés productifs, c'est-à-dire que moi, dans mon entreprise, je suis tout seul. Donc, je suis le seul productif. Si vous avez une secrétaire ou quelqu'un qui n'est pas productif, dans les charges fixes, il faudra le rentrer, mais je vous donnerai les détails. Si vous êtes plus de 1, je vous invite à me contacter et on en parlera ensemble. Le nombre de jours travaillés dans l'année, il est de 201. Comment? Parce que j'ai mis 11 jours de jours fériés dans l'année. Vous avez 104 samedi et dimanche. Et j'ai rajouté 50 jours de congés payés, mois d'août et 19 décembre, 8 janvier. Sur cette partie-là, je vais ouvrir une parenthèse. Ce que je vais vous donner là, c'est mon point de vue à moi, ma vision à moi. Je vous invite à vous poser après cette vidéo et à réfléchir sur ces quelques points. J'ai décidé depuis quelques années de faire en sorte que le mois d'août, je ne travaille pas. Alors en gros, c'est du 25 juillet, 26 juillet au 25 ou 26 août. Depuis plusieurs années, je ne travaille pas à ce moment-là. Alors bien sûr, dans mon chiffre d'affaires et dans mes sous que j'ai mis de côté, on en a parlé, je tiens compte de ce mois-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis plusieurs années, j'ai mis un système de revenus passifs, c'est-à-dire que j'ai des formations que je vends en ligne et qui m'apportent aussi un revenu, même au mois d'août où j'ai pas de formation. Et je vous le rappelle, le mois d'août, j'ai décidé de ne pas en avoir. C'est un choix. Et pareil pour le 19 décembre au 8 janvier, pour les formations en présentiel, il n'y en a pas. Parce que c'est Noël, c'est jour de l'an, le temps de la reprise. Et moi, c'est pendant cette période-là, pareil, j'ai décidé de me bloquer mon planning pour profiter à fond de Noël, du jour de l'an, de profiter de ma famille. Et donc, j'ai calculé que j'avais 50 jours. Alors, je mets de congés payés. Ça n'est pas vraiment des congés payés puisque je ne suis pas payé. Mais j'ai provisionné ça, dans mon chiffre d'affaires et dans mon compte de résultat. Alors une fois que j'ai déterminé mon nombre de jours travaillés dans l'année, il faut savoir que je ne peux pas travailler 201 journées dans l'année. En tant que formateur, travailler 201 journées, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'en moyenne, vous allez travailler 5 jours par semaine. Et je vous assure que pour l'avoir fait pendant des années, 5 jours par semaine de formation, vous en subissez les conséquences parce que c'est très fatigant. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je l'ai mis aussi en termes de travail journalier, hein, si on a parmi vous des coachs ou des gens qui travaillent au taux horaire. Alors, je peux travailler donc 1608 heures annuelles. D'accord? Sachant que je travaille 8 heures par jour. Si vous mettez 7 heures, c'est d'autant moins d'heures annuelles. À vous de déterminer le nombre d'heures que vous allez travailler par jour.
À tout cela, j'applique un coefficient d'aléa, 30%. C'est-à-dire que, objectivement, je ne peux pas travailler 5 jours par semaine. Je vais avoir du temps de veille, du temps de comptabilité, de la préparation de mes formations. Et puis, je vais faire du commercial. Donc, je vais avoir des clients. Il va falloir que je communique avec eux. Donc, sur ces 5 jours de travail par semaine, on peut considérer aujourd'hui, pour certains formateurs, que c'est entre 3 et grand maximum 4 jours de travail par semaine productif. Vous voyez? Donc, prenons même 3 jours par semaine et je tiens compte, donc ce coefficient, j'ai mis de 30%. Si je suis à l'heure, je ne vais pouvoir avoir que 1045 heures productives annuelles ou 130 jours productifs annuels. Tenez compte de cette information-là. Vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire que, grand maximum, vous ne pouvez faire que 130 jours par an de formation. Et je vous assure que déjà 130 jours, c'est déjà pas mal. Je vous dis, c'est en moyenne entre 3 et 4 jours par semaine. Au bout d'une année, vous sortez quasiment sur les rotules. Mais après, c'est à vous de déterminer. Vous pouvez déterminer en vous disant, écoute, moi, je ne décide d'avoir que 100 jours de formation par an. C'est votre choix. Donc là aussi, réfléchissez. Je vous ai parlé des 50 jours de congé que je vais prendre par an, vous pouvez prendre par an, vous déterminez votre jour. Et après, une fois que vous avez ce chiffre de 130, qu'est-ce qui est bon? 130, est-ce que je vais plutôt prendre 120? Vous allez voir après que par la suite, ça peut déterminer votre taux horaire ou taux jour. À partir de là, donc j'ai déterminé le nombre de jours productifs et je vais rentrer un peu dans les calculs. Donc ça, c'est un tableur Excel que j'ai fait. Et pour tous ceux qui suivent mes formations, je leur transmets en général toujours ce tableau. Ça leur permet, qu'ils soient spécialistes ou pas d'Excel, de remplir les informations et d'avoir les calculs directs. Alors, salaire chargé, c'est-à-dire que, imaginons que vous avez envie, que vous décidez d'avoir 35 000 euros par an. Alors ces 35 000 euros, pardon, c'est chargé, hein, c'est-à-dire que si je prends 1500 euros par mois, ça me fait à peu près 15, ça me fait 15 000, ça me fait 18 000 par an net, hein, donc 1500 euros net. Il va falloir que je mette les charges dessus, suivant votre statut, que vous soyez indépendant, que vous soyez auto-entrepreneur ou que vous soyez président de la SASU. Il va falloir tenir compte de ce salaire chargé. Je vous invite à prendre rendez-vous avec votre comptable et pour lui demander à lui, voilà, quel est mon salaire chargé. Je peux vous inviter à même, je vous transmettrai si vous le voulez. Il y a un site internet sur lequel on peut trouver les calculs, c'est-à-dire vous mettez votre salaire net et il vous dit en fonction des charges combien ça vous coûte. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un deuxième tableau qui est mes achats externes ou charges externes. Alors, je vous ai mis toute une liste qui n'est pas exhaustive, vous pouvez développer, vous pouvez mettre la vôtre. Et pour vous dire, par exemple, qu'est-ce que je vais calculer, c'est tout simplement toutes mes charges. Donc je vais avoir des charges administratives. Ce que j'appelle moi administratif, c'est le comptable. Les affranchissements, c'est la poste. Les assurances vie. Vous avez aussi tout ce qui est, on peut appeler cadeaux, si vous faites des cadeaux aux clients. Vos déplacements, ça peut être l'essence. Vous voyez, les déplacements, c'est le train, c'est les hôtels. Si lorsque vous avez votre bureau, vous payez de l'eau, de l'EDF, tout ce qui est essence, les frais bancaires. Habillement, moi je vous avoue que certains habits, je les fais passer en professionnel parce qu'ils sont un peu cyclés. Bon, après c'est à chacun de voir. Les impôts, tout ce qui peut être impôt pro, qu'on va retrouver ailleurs aussi. Les loisirs, bon les loisirs, ce que j'appelle loisirs, c'est les petits extras que je me suis fait, mais que j'inclus aussi dans mon compte de résultat. Le loyer de mon bureau ou du lieu où vous y êtes. Le matériel, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai acheté comme matériel cette année? J'ai changé d'ordinateur, vous achetez une souris, vous achetez un vidéoprojecteur, ça il faut le comptabiliser. Mon développement, c'est-à-dire c'est la formation que moi je suis. Quand j'achète des livres pour me former, je les mets dans cette catégorie-là. Quand je suis des formations, je les mets dans cette catégorie-là. La papeterie, c'est tout ce qui va être papier, cartouche, enfin voilà. Je vous ai mis tout le détail, d'accord? On s'aperçoit que dans cet exemple-là, le total des achats et autres charges est de 18 378 euros par an. Alors, vous voyez deux chiffres en vert dans des cases vertes, c'est-à-dire que le coût horaire, vous voyez les 130 jours par rapport à ma masse salariale, c'est 35 000 euros. Si je n'avais pas de charges et que j'ai que mon salaire, je devrais facturer 269 euros par jour.
Imaginons que je n'ai pas de salaire, mais que j'ai que des charges, 141 et le taux jour minimum pour arriver à 0. Ensuite, je vais rajouter, si vous voulez, mes taxes et mes impôts, parce que vous avez des taxes différentes. Alors, il n'y a plus la taxe professionnelle, mais il y a d'autres taxes qui se régissent là-dessus. Et donc, ça me donne un coût horaire. Et quand je fais la somme, vous voyez, si je fais 269 plus 3,84 plus 141, j'arrive à un taux jour de 414,45 €. C'est-à-dire que quand je vais faire mes devis, quand je vais annoncer mes taux jours, je ne suis pas en dessous de 414 €. Je ne devais pas être en dessous de 14 €. Maintenant, imaginons que vous, pendant la première année, vous dites, écoute, moi, j'ai le chômage parce que je bénéficie d'allocation chômage, donc en termes de salaire, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Eh bien, votre coût jour minimum sera de 141 €. Alors, imaginons que vous dites, ok, mon taux jour à 414 €, c'est-à-dire que je ne mets rien de côté. Je paye toutes mes charges et en fin d'année, mon bénéfice sera de 0. Maintenant, je vais passer à 500, à 600, à 700 € et vous allez voir qu'effectivement, en ayant les mêmes charges, vous allez vous retrouver avec du bénéfice en fin d'année. C'est-à-dire que votre entreprise va dégager du bénéfice et tout ce bénéfice, vous allez pouvoir mettre une partie de côté, vous allez pouvoir réinvestir tout ce qui va avec, hein. Donc, à vous de déterminer. Et en coût horaire, ça me fait un coût horaire de 51,51 €. Ça veut dire que moi, en termes de coach, je facture à 50 € de l'heure et je travaille donc 1600 heures. Eh bien, c'est pas un problème, j'arrive à 0 avec ces dépenses. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à ce qu'on vient de voir dans cette dernière partie, c'est de déterminer le nombre de jours où vous avez envie de travailler. Vous pouvez décider de 100 jours, de déterminer quel est le salaire que vous avez besoin, parce que je vous rappelle, je l'ai dit plusieurs fois, il est important de vous payer en premier. Parce que si vous payez toutes les charges et que vous ne vous payez pas, il est où le bénéfice de travailler quelque part? Donc vous devez, même en tant que à votre compte, de dire tous les mois, je me verse un salaire. C'est ce que je mérite, c'est mon salaire. Je vous invite aussi à réfléchir sur toutes les charges que vous avez. Alors pour ceux qui débutent, vous pouvez prendre ce que j'ai mis là, vous pouvez en créer vous-même. Vous pouvez en créer vous-même. Vous pouvez aussi prendre vos derniers bilans. Si pour ceux qui ont un comptable, vous allez prendre le compte de résultat, vous regardez toutes les catégories, vous voyez ce que vous dépensez à l'année et ça vous permet de faire un prévisionnel. Je vous invite vraiment à faire un prévisionnel, à calculer le coût jour et de vous dire, maintenant, tous les devis que je fais, dès que je me lève le matin, je sais que mon taux jour est de 400, 500 ou 600 €. Et donc, je vais préparer mon état d'esprit et mon mental à faire en sorte que toutes mes journées, elles soient à minimum 414, 500, 600, 700 €. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au travers de ce webinaire. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, sur ma chaîne Vivre de la formation, pareil sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Vous pouvez me retrouver où vous allez recevoir des astuces, des conseils, des vidéos qui vont vous permettre aujourd'hui d'améliorer votre qualité de travail de formateur, de vivre de la formation, de faire en sorte d'être un formateur d'excellence. Et ça, je vous invite vraiment à y réfléchir dessus et de faire en sorte aussi que vous gagnez de l'argent en vivant de la formation, de faire un métier qui vous plaît. Donc vous soyez coach, même si vous êtes coach, et que vous vous dites, voilà, j'ai une partie de coaching, mais j'ai aussi envie de transmettre, parce que ce que je sais aujourd'hui, je peux le transmettre à plusieurs personnes en même temps, et puis à leur permettre de faire des exercices. Eh bien, vous me rejoignez sur cette communauté Vivre de la formation. Merci de m'avoir suivi sur cette conférence. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle conférence. À bientôt.